Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 62e vidéo dans laquelle nous allons essayer de parler, comme nous avions dit dans la vidéo précédente, de la prévision, de l'évaluation et de la gestion des risques environnementaux. Et nous allons principalement prendre le cas ici des données météorologiques. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ingénieur Nguap Ambani Augustin Sèche, sorti de l'école de géologie et d'exploitation minière de l'EGM à Minganga, spécialisé en géostatistique. Nous avons décidé cette année de lancer un challenge 100 jours d'intelligence artificielle appliquée aux géosciences, 100 jours d'intelligence artificielle appliquée à l'analyse des données pour vous permettre vous aussi de quitter de 0 à 1 en matière de data science, en matière d'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet, mais avant d'y arriver, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour que l'algorithme Facebook continue à recommander notre contenu à d'autres personnes qui, comme vous, souhaiterait quitter de 0 à 1 en matière de data science, en matière d'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre le tout premier cas pratique de la prévision et de la gestion en vue la gestion des risques environnementaux, cas des données météorologiques. Alors, l'exemple que nous allons prendre ici, c'est lequel? Nous allons essayer de prendre le cas d'une mine de cuivre située dans une région tropicale. Supposons que vous êtes il y a une mine de cuivre située dans une région tropicale avec des fortes précipitations saisonnières. Donc, pendant des saisons de pluie, par exemple, les ruissellements provenant des mines peuvent contenir des métaux lourds et des produits chimiques qui peuvent être utilisés pour l'extraction, par exemple, du cuivre. Cela peut entraîner beaucoup de contamination dans les rivières, dans les nappes phréatiques et environnementales. Aujourd'hui, donc, principalement, nous allons prendre un cas pratique. Nous allons prendre l'exemple, par exemple, je vais prendre le cas, par exemple, du Cameroun, où à l'Est, nous nous rendons compte qu'on exploite, par exemple, l'or. C'est une exploitation artisanale. Alors, on exploite l'or à l'Est du Cameroun, une exploitation artisanale, et on utilise généralement le mercure. Le mercure pour crêter l'or au niveau du processus de crêtement. On utilise le mercure. Sachant que le mercure a des propriétés nocives, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la nappe phréatique, que ce soit pour le sol, que ce soit pour les animaux. C'est un concentré que ce soit le mercure, le cyanure qu'on utilise généralement dans ces sites d'exploitation artisanaux pour pouvoir crêter l'or. Ce sont des éléments qui ont la possibilité d'affecter l'or, qui ont la possibilité d'affecter les nappes phréatiques. Alors, si on prend le cas des données météorologiques, on se rend compte que les ruissellements d'eau, par exemple, qui se retrouvent, l'eau, par exemple, qu'on utilise pour crêter l'or, avec le cyanure et tous ces éléments, le cyanure, le mercure qu'on utilise pour crêter en amont, se retrouvent à s'infiltrer dans le sol et atteindre la nappe phréatique, ou alors ces ruissellements-là se retrouvent à se verser en aval, sur les populations donc qui se retrouvent atteintes de pas mal de soucis de santé. Donc dans les régions comme celle-là où l'eau, par exemple, l'eau des rivières est utilisée par les populations pour pouvoir effectuer, pour pouvoir boire, consommer, laver les habits, faire de la vaisselle, préparer et faire beaucoup d'autres choses avec. Ce sont des éléments, par exemple, qui affectent considérablement la sécurité des populations. Donc, on se rend donc compte que il est important de prévoir le risque de contamination, par exemple, de l'eau due au ruissellement pendant les saisons de pluie. Ce qui met, par exemple, en difficulté les populations qui sont, par exemple, en aval. Donc, la problématique ici, c'est laquelle? C'est de trouver un moyen, n'est-ce pas, de pouvoir prévoir cette contamination-là en utilisant, par exemple, les données météorologiques. Ces données-là qui vont nous permettre, entre autres, de pouvoir déterminer quelle sera la direction que vont prendre les différents eaux de ruissellement et pouvoir donc prévoir peut-être un plan de réhabilitation, par exemple, pour les communes qui sont en bas, pour pouvoir éviter donc d'être affectées par ces différentes maladies. Voilà, en fait, un problème, par exemple, que l'on souhaite vouloir atteindre, ce qui va permettre, entre autres, de réduire les impacts environnementaux sur les populations et de pouvoir atteindre pas mal d'objectifs de façon concrète. Regardez avec moi, par exemple, ici, si vous avez un problème comme celui-là que vous essayez de résoudre, je rappelle ici qu'il n'est pas question
d'étudier la répartition peut-être de l'eau dans le polluant, le degré de contamination de l'eau dans le degré de contamination de l'eau. Non, là n'est pas le souci. Le problème que nous essayons dans des réseaux ici est de savoir comment est-ce que l'eau des eaux de ruissellement vont se diriger après, par exemple, une forte pluie. Ça, c'est la thématique que nous essayons, du moins, c'est la thématique que nous essayons d'aborder avec les données météorologiques. Je rappelle qu'ici, il s'agit entre autres de la prévision et de la gestion des risques environnementaux avec les données météorologiques. C'est-à-dire, si vous avez les données météorologiques à votre disposition, comment est-ce que vous pouvez utiliser ces données-là pour essayer de prévoir la direction d'écoulement des eaux de ruissellement et par la même occasion éviter aux populations donc de subir des éventuels problèmes de santé dus à l'infiltration, par exemple, des données, que les éléments comme le cyanure ou dans ces différentes eaux de ruissellement. Donc, ici, il n'est pas question pour moi d'évaluer le degré de contamination de l'eau, mais de déterminer quelle est la direction de propagation des écoulements d'eau, avec les écoulements en fait, des ruissellements d'eau, principalement. Donc, la première question qu'on se pose, après avoir cerné le problème, la problématique comme celle-ci, premièrement, donc, je me pose la question de savoir quelle est la nature des données dont j'aurais besoin. C'est ça, en fait. Quelle est la nature des données dont j'aurais besoin pour pouvoir effectuer donc cette prédiction de la direction, par exemple, de l'écoulement de l'eau, par exemple. Quelle est la nature des données dont j'aurais besoin? Il est important déjà de comprendre que j'aurais besoin ici des températures. Des températures dans la zone, parce que c'est un facteur qui détermine, par exemple, dans quelle direction vont s'écouler les écoulements et tout. J'aurais besoin des précipitations, de la quantité de précipitations dans la localité, parce qu'il s'agit ici des eaux de ruissellement qui sont généralement la conséquence de fortes précipitations. J'aurais besoin le degré d'humidité, parce que le degré d'humidité va peut-être même ça me permettre de savoir en fonction du degré d'humidité, comme on sait parfaitement que si une zone est fortement humide, ça veut dire qu'il y a une saturation en eau. Par conséquent, les eaux ici ne vont pas s'infiltrer dans le sol, mais vont plutôt s'écouler plus rapidement. Il est important déjà de savoir ça, le degré d'humidité, alors le degré de saturation en eau d'un sol. C'est important de définir cela parce que ça va nous permettre de déterminer la vitesse avec laquelle l'eau se propage et la quantité peut-être qui s'est infiltrée à un moment donné ou pas. On parle aussi de la vitesse du vent parce qu'il est pas probable qu'après l'écoulement, si le vent aussi est élevé dans certains endroits, la façon dont les eaux vont se propager sera différente d'un endroit où le vent n'est pas élevé. Donc, la vitesse de propagation du vent et la direction de propagation du vent. Ce sont des éléments, par exemple, d'un ensemble de données dont je peux avoir besoin pour pouvoir appliquer maintenant des méthodes en particulier. Donc, la première des choses, après avoir cerné le contexte, après avoir cerné la problématique que vous essayez d'aborder, vous définissez l'objectif que vous essayez d'atteindre. Il est donc important dans la définition des objectifs donc de connaître quelle est la nature des données dont vous pourrez avoir besoin. Si vous avez des données météorologiques, de pouvoir donc effectuer donc la prédiction de l'écoulement des eaux de ruissellement pour pouvoir empêcher les populations communes de subir, par exemple, ces problèmes de contamination. Alors, je disais tantôt que les données dont vous pouvez avoir besoin sont les données température pour nous permettre ici d'évaluer la température dans la localité parce que cela influence de manière considérable l'écoulement des eaux de ruissellement. Nous avons les données de précipitation parce qu'il est important que la quantité de précipitation, la quantité de pluie qui se déverse dans une zone va considérablement impacter sur la quantité d'eau de ruissellement qui va circuler et la distance avec laquelle elle pourra se propager dans une superficie ou dans une zone en particulier. De deux, il y aura l'humidité. L'humidité, comme je disais tantôt, l'humidité encore avec la saturation en eau, le coefficient d'absorption en eau, ce sont des éléments qui vont nous permettre de définir parce qu'on sait pertinemment qu'une zone qui est fortement saturée en eau, par exemple, les eaux de ruissellement vont circuler si la pente est importante, peut-être aussi même la topographie de la zone, parce que la pente d'un endroit va permettre de définir ou de canaliser la direction d'écoulement des eaux de ruissellement. Voilà en fait l'ensemble des données les questions que vous posez qui vont vous permettre de définir les données dont vous aurez besoin. Les données dont vous aurez besoin, des données météorologiques qui peuvent être utiles pour pouvoir donc effectuer la prédiction par exemple des eaux d'écoulement, des eaux de ruissellement. Pouvant ainsi prévenir les populations et mettre sur pied des plans de gestion ou alors des plans de prévention ou alors des plans d'urbanisation pour les populations ou alors les communes aux alentours. Voilà de manière un peu simple le type de données. Maintenant, quelle est la méthodologie? Une fois que vous avez identifié le type de données, vous faites une bonne revue de littérature.
Il est important d'effectuer une bonne collecte de données. La revue de littérature intègre aussi la collecte de données parce que vous devez savoir principalement pour avoir des données météorologiques, par exemple, il est important de savoir quelles peuvent être les sources où vous pouvez trouver des données météorologiques. Donc, il y a des stations météorologiques, par exemple, ou alors des données satellitaires, ou alors des capteurs IoT installés peut-être sur les sites miniers. Ce sont des enfants qui vont permettre d'avoir un ensemble d'informations météorologiques. Le type de données, comme nous avons dit, les températures, les précipitations, la vitesse, la direction du vent, le coefficient d'absorption, le coefficient, le coefficient, on va dire quoi, le coefficient d'absorption en eau, oui, la terrain en eau, oui, on va dire ça comme ça. Dès que vous avez donc ces informations, donc, vous passez donc au nettoyage. Vous allez nettoyer votre information. Et alors, nettoyer veut dire quoi? Vous allez dire que vous avez une base de données. Nettoyer veut seulement dire identification et gestion des valeurs aberrantes, des valeurs manquantes, correction des anomalies. Vous effectuez des transformations si nécessaire, c'est-à-dire soit une normalisation, soit une standardisation pour pouvoir pour faire faciliter l'entraînement de votre modèle. Et là maintenant, donc, on passe au choix du modèle. Donc, le choix du modèle ici, la modélisation peut avoir plusieurs cas. Il est toujours important, comme nous avions dit, de commencer par des modèles simples tels que la régression linéaire, par exemple, pour déterminer, par exemple, le niveau de contamination en fonction des précipitations. Vous pouvez, par exemple, utiliser les arbres de décision pour classifier les jours, c'est-à-dire les jours à risque, les jours dans lesquels on est sûr d'avoir une forte précipitation dans un endroit. Les arbres de décision peuvent être utiles dans ce sens-là. Vous pouvez, par exemple, utiliser les réseaux de neurones pour analyser les séries temporelles, parce que ici, dans la base de données, on peut prendre ici les dates pour analyser les séries temporelles et ici faire une prévision dans le temps, dans l'espace et dans le temps. Vous utilisez différents modèles et puis vous passez maintenant à l'entraînement de vos modèles que vous avez choisis. Entraînez les modèles sur des ensembles de données théoriques que vous avez définis, tout en choisissant par exemple les variables qui sont les plus pertinentes dans votre base de données. Vous faites ensuite une validation, la validation de vos différents modèles que vous avez et éliminer la validation des données. Ensuite, donc, on passe au déploiement. Voilà de manière simple et ramassée comment est-ce que vous pouvez prendre une thématique comme celle-là et apporter un raisonnement concret, un raisonnement précis pour résoudre ce problème de manière efficace, de manière efficiente. Donc, on se retrouve donc pour notre prochaine vidéo, toujours dans la gestion des risques environnementaux. Nous allons prendre maintenant le cas des données de pollution de l'air. Maintenant, avec la pollution de l'air, nous allons aussi prendre ce cas et décortiquer ensemble. J'espère que vous comprenez avec moi quels sont les risques de ces différentes thématiques. Nous devons aussi évoluer en termes de science au Cameroun. Nous devons évoluer en termes de science en Afrique parce que c'est la science qui permet le développement d'un pays et ce n'est que par là que nous allons pouvoir mener à bien un ensemble de problèmes, un ensemble de thématiques. Les thématiques comme celles-là sont des thématiques qui sont importantes d'aborder parce qu'elles vont nous permettre de pouvoir quitter de la précarité dans laquelle on se trouve. Nous avons déjà les compétences nécessaires. Il suffit maintenant d'y mettre le mindset, d'y mettre la détermination qu'il faut pour pouvoir résoudre de tels problèmes de manière concrète et de manière efficiente. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. On se retrouve donc pour nos précédentes vidéos. Merci. Merci.